Qu'est-ce qu'on a vécu hier soir? On a vécu, je le dis en fait, on a vécu l'une des plus grosses surprises de l'histoire du MMA. Je suis encore choqué, je n'arrive même pas à dire la phrase, je la dirai que quand on reviewera le combat parce que j'ai du mal encore à la dire. On a eu un excellent co-main event, une carte en demi-teinte, j'ai un peu envie de dire, des prélims assez compliqués. Moi c'est Wes, ici on a Mystique, désolé, excusez-moi. Bienvenue dans Tête de Fight, Dans Tête de Fight. magnifique. Oh, On l'a... synchro? Pas pour moi, mais pour toi peut-être. Ah merde! Pour moi, il y était pas. C'est pas grave. Ah, peut-être à la vidéo, ça Désolé rendra frérot. synchro. Je sais pas, mais. Désolé. Je sais pas. Bon, on a dit je vais lead. Hmm, Bon, du coup, Ouais. on va revenir très vite fait directement sur le début de la main card, puis on va monter petit à petit la main card, et on va faire très vite fait la prélim après. Mais d'abord, main card qui commence avec un upset, oui, non, King Green qui du coup s'impose par soumission au premier round face à Jeremy Stephens. L'upset, c'est la soumission. Ok. Ok. Oui, oui, Étonnant. oui, oui, clairement. Clairement, je vais pas faire semblant, parce que c'est aussi le but de notre podcast, mon Wes. J'ai été me coucher à 3 heures volontairement en me disant je vais regarder tranquillement en replay. Et RMC Sport a trouvé que c'était une bonne idée ce matin de mettre les replays de la pré-prélim, de la prélim. Il y avait le combat d'Adepa Gauthier, de Susur KF que j'avais déjà vu, mais il n'y avait pas le combat en replay de Bobby Green. Donc du coup, j'ai dû me taper des vieilles images sur les réseaux sociaux. Bon, de ce que j'ai compris de la physionomie du match, il y a pas eu vraiment de match. Hein. C'est souvent ce qui se passe dans le premier round. Et comme tu dis, finalement, le vrai upset, c'est que Bobby Green ne le fait pas par décision. Oui. Bobby Green fait une deuxième, du coup, un deuxième finish après Zellhuber, et cette fois-ci par soumission. Bravo. Ouais, non, rien en fait, c'est le combat s'est passé comme on imagine en striking, c'est Bobby Green qui subit la pression, mais tranquille. Parce qu'en fait, bah, c'est lui qui touche. Stephen s'y touche pas. Et en fait, c'est Bobby Green Ouais. qui emmène en takedown, qui arrive à bloquer Stephens qui arrive à bloquer Stephens au sol, il arrive à lui prendre le dos et ça part en étranglement arrière très facilement. Vraiment, ça a même pas duré. En fait, à partir du moment où c'était au sol, ça a duré quoi? 20 secondes, même pas. Stephens, on a l'impression qu'il s'est laissé Ok. faire. Et ouais, non, Green, c'est intéressant. Il a call out pour la suite Renato Moicano. Si tu Mhm. veux. En fait, il a dit. En fait, c'est même pas Ouais. il a call out Renato Moicano, c'est il a call out dans la conférence de presse. Mais juste après, dans la cage, il a fait. Il a pris le micro, il a regardé droit dans les yeux d'Ana White, il a fait donnez-moi le mec le plus divertissant qui existe sur cette planète. Je veux qu'il vienne là dans la cage avec moi. Parce que vous voyez ici, moi je rends des trucs divertissants. Donnez-moi le mec le plus divertissant. Et il a call out Renato Moicano. Ouais. Bon, bah, écoute, hein. Au micro sera S'il veut un divertissant. highlight, il l'aura. Hein. Il l'aura. Hein. C'est pas celui qui On a l'imagine, vu ce que mais Moïcano a fait à Duncan, ouais, voilà, peut-être pas celui qu'il imagine. Après, ça comptera dans sa highlight aussi, finalement. finalement, oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, là, alors pour beaucoup, c'est un upset. Pour moi, oui et non. C'est un peu ce que toi t'as imaginé, Sean Brady, qui a battu à la décision Joaquin Buckley. 30-27, 30-25, 30-25 pour les juges. Est-ce que je peux démarrer? Vas-y, vas-y, exprime-toi. Je l'ai du coup dans l'ordre un peu chronologique de l'analyse que j'avais postée Mhm. sur ma chaîne TikTok, la Musique Préditema. J'avais mis Bobby Green en premier, donc le lundi, et le mardi, j'ai mis Brady. Donc toute la semaine, je me suis un peu battu avec différents commentaires. C'est d'ailleurs étonnamment la vidéo que j'ai eue avec le plus d'interactions en termes de comment appeler ça, bah, de débat. Beaucoup de gens voyaient Buckley. Ouais. Alors, il s'est passé quelque chose de bizarre pour ceux qui ne savent pas. Donc, Wes comme moi, on n'est pas spécialement dans les cotes ou autres. Mais du coup, hier, tout s'est inversé. Toute la semaine, en fait, Brady, il a été à 1,65, une bêtise comme Même ça. pas un 50. Et 1,50, ok. Et Ouais. hier, on ne sait pas pourquoi, d'un point de vue mondial, du coup, tout s'est renversé et on a retrouvé Brady à 2,80, je crois. À 2,97 le maximum. Voilà. Donc, Impressionnant. on a tous pensé. Alors, ça, il faudra qu'on en parle. Mm. On n'est pas des spécialistes des paris, toi et moi, ça ne nous intéresse pas foncièrement, on peut l'admettre. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? J'aimerais bien voir l'explication parce que Bah c'est moi pour le coup j'ai mystique. l'explication. J'ai l'explication.
Apparemment, t'as un proche de Sean Brady qui a révélé sur Twitter que c'est un proche, on sait que c'est un proche de Brady, mais qui a dit que Brady avait une côte cassée et que c'est pour qu'il va avoir du mal à faire le combat. Du coup, tout le monde a pris ça premier degré, sauf qu'en fait, je pense que c'était un bait. Je pense que c'était un bait pour que du coup les cotes changent et au final, eux ils se fassent beaucoup d'argent parce qu'ils avaient confiance en leur gars, tu vois. Et Ah bah Brady, oui. on a vu dans la cage, ça parlait aussi des genoux, encore. Ça parlait des genoux. Sauf qu'il est venu sans genou guerre, il est venu sans côte Ouais, cassée. Et franchement, en fait, c'est ça. Tu le ouais. vois arriver dans le cage, tu te dis, waouh, ok, bizarre quand même, Brady. Le combat commence. Buckley lui fonce dessus, Brady tourne. Tu te dis, ok, bon, il est pas blessé. Tu te dis, il peut pas être blessé là, c'est impossible. Non. Alors, moi, je te dis ce que j'ai lu. J'ai lu, du coup, j'ai un Twitter qui est un peu plus anglophone, forcément. Mon algo est plus anglophone. Et j'ai vu plusieurs fois remonter que, soi-disant, Brady s'était fait casser le nez durant, tu sais, bon, bah, son échauffement, etc. Voilà, c'est ce qui a été dit. Bon, visiblement, on n'aura jamais le vrai fin mot de l'histoire. Je pense qu'il y a eu un bait. C'est très drôle. D'ailleurs, ça préfère un sujet un jour de est-ce qu'il y en a eu d'autres? Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je vais pas refaire le combat parce que j'imagine qu'aujourd'hui tout le monde a accès à des replays assez facilement. C'est ce que j'avais dit. Joachim Buckley, je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de divertissant et honnêtement même le garçon, je trouve il est assez sympathique. Maintenant, Brady va falloir commencer à le respecter et ça, je m'adresse à beaucoup de personnes. Quand on essaie de me faire passer Brady pour un gars qui s'est retrouvé numéro un par hasard, quand on essaie de me faire passer Brady pour un gars qui justement n'a pas de lutte, en fait, faut juste pas se tromper. C'est clair que Brady, ce qu'il envoie en termes de lutte, on a vu beaucoup plus impressionnant et notamment sur la main card et avec Amosov, etc. Mais ça reste exactement ce que j'ai dit. C'est ce qu'on appelle du scramble. C'est peut-être l'occasion aussi d'éduquer un petit peu de ces aussi sur des mots, parce qu'il y a beaucoup de mots anglophones et des fois les gens savent pas trop. Le scramble, c'est comme le brawl en striking, c'est-à-dire que bah, du coup, vous allez tenter un truc du corps à corps. Et c'est là où Brady est excellent, et j'en ai parlé, notamment sur les phases de cage control. Tu sais jamais si le mec il va chercher à t'amener au sol, tu sais jamais s'il va vouloir te plaquer, tu sais jamais s'il va vouloir mettre un crochet pour se mettre un sac à dos, etc. Voilà. Donc, je pense qu'il faut mettre un peu de respect sur Brady. Pour moi, c'est à mon sens probablement le deuxième plus gros upset. On en parlera après. De la soirée, ouais. De la soirée. Ouais, Ouais. pour moi, c'est le deuxième plus gros upset de la soirée, pour être totalement honnête. Il y en a un autre dont j'aimerais bien parler qui est sur la prélim, mais on verra si on a le temps. Oh Et oui, ah oui, je vois de quoi tu parles. ouais, mais bon, lui aussi, il a été enterré trop vite. On a oublié l'adversité qu'il avait eu avant, et c'est le jeu. Mais pour finir sur Brady, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans son combat, c'est que moi, le premier, je lui reprochais cette phase mentale d'être soit trop en confiance, soit de ne pas être assez en confiance. J'aimerais aussi qu'on respecte un peu sa défense de striking, parce que j'ai lu quand même plusieurs fois dans les lives qu'on a fait, Wes, et je ne sais pas si tu te souviens, j'ai vu des messages de notre cher Ibra, qu'on embrasse et qu'on adore, hein, en plus un premier degré, qui nous disait que Brady était la pire défense all-time, voilà, en striking. Parfois, il faut mesurer ses mots, tout de même, c'est quand même important. Et Il y en voilà, a un, donc c'est le cas bravo à principal Brady. qui est. Pardon, je suis désolé, mais il y en a un. Ça me touche le cœur là direct, mais il y en a un Je sur la sais. carte principale aussi qui est la défense de striking. Pour moi, elle est pire que celle de Brady. Ça me fait mal au cœur de dire ça. On y reviendra après. Ouais. Si vous suivez bien Ouais, le on y podcast, vous reviendra savez après, mais t'as très raison. bien de qui on parle, surtout si vous avez vu l'event. Ouais, Oui, mais ouais, oui, complètement. Brady, il a fait pire que Ousmane, hein, pour moi. Il a fait pire que Ousmane, pour moi. Et il a une moins bonne lutte qu'Ousmane, mais il a un meilleur grappling, et ça s'est vu, parce qu'à partir du moment où il était sur Buckley, en mount, Buckley, il pouvait rien faire. Et aussi, deuxième chose, hein, j'avais dit quelque chose. Tout le monde me disait que non dans le combat de Ousmane, soi-disant. Brady défendait mieux les takedowns plus le temps avant. Pardon, excuse-moi. Buckley défendait mieux les takedowns plus les rounds avançaient. Et moi, je disais que non. Je disais que, en fait, Buckley, sa défense, elle s'effrite, ce qui est normal parce qu'il n'est pas dans son domaine naturel. Et ça, c'est vraiment d'ordre mécanique dans ce Ouais, sport. Et que c'est juste, en fait, Ousmane qui avait les genoux, je pense, qui grinçaient, qui du coup faisait des moins bons takedowns, mettait moins d'intensité. Et ça s'est confirmé hier parce que, possible. honnêtement, hier, bah, plus le temps avançait, plus on voyait Buckley qui était plus dans son combat. Et ça s'entend, donc bravo. Mm. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur le délire des cotes, du coup, Brady était à 3,
la sonnet cloche, il descend à 2. Le premier takedown passe, il passe à 1,08. C'est pas vrai. Je te jure que si. C'est une folie. Il est passé Oh. de 3 à 1,08 en 2 secondes. C'est. C'est très grave. C'est pour ça que les mouvements. Par contre, ça, tu vois, on peut pas appeler ça que c'est truqué parce que, en soi, ils sont juste intelligents, la team Non. de Brady, là, sur ça. C'est juste un move Ouais. intelligent. Parce qu'il y a Ouais. aucune triche, y a rien, Ouais. hein. Juste de quoi faire de l'argent, hein. Non, non, non. Par contre, Ouais, c'est juste de quoi faire de l'argent. Et puis après, c'est jouer avec le cours des paris. En plus, on le dit souvent, toi et moi, ouais, tu sais, ou même moi, je le dis quand je fais de la data. Les gens me disent, mais pourquoi ta data, elle dit ça alors que sur les sites de paris, tu sais, c'est pas du tout ça. Mais en fait, bon, déjà, la data, c'est pas, je me base pas sur les trucs de paris, sinon les gars, j'appellerais pas ça de la data. Un jour, je pense que je ferai une vidéo de ce qu'est la data. Mystic Mais les Predict, paris, c'est un cours. BetClick. Mystic BetClick MMA. Mystique Betclic et bah, très drôle ça, très drôle. Mais, euh, mais ouais, donc bravo. Bravo Sean. Bravo Sean deux fois peut-être, Mm. mais. Mm. Et ouais, oui, 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 on peut le dire, mais le deuxième arrivera un peu plus loin. Par contre, là, on a eu l'analyse Clairement. parfaite. On a eu quelques peurs, mais c'est passé. Alexander Volkov s'est imposé Ouais. par décision face à Waldo Cortés Acosta. C'est exactement le combat que j'imaginais personnellement. Rien à dire de plus. Toi, je sais pas. Non, j'ai rien à dire de plus comme toi. Mm. Est-ce que tu veux qu'on parle de la frustration de Waldo Ouais, Waldo, ou en fait, pas? en fait, tu vois, beaucoup de gens en direct, beaucoup de gens crient au vol au direct. Parce que les gens mettaient le premier et le troisième à Waldo. Je voyais même des mecs mettre le deuxième à Waldo. Bon, le deuxième est Oui, toujours pour bah, bien sûr. Volkov. Et moi, je mets même 30-27 Volkov. En fait, dans le premier, Mhm. Waldo fait plus peur parce que quand il fonce sur toi avec ta boxe et qu'il touche, ça fait peur aux yeux des gens. Maintenant, le problème, Mhm. c'est que Volkov touche beaucoup plus dans ce premier round. Ses kicks font un très bel effet. Ils font un très bel effet même que dans le troisième round, à la fin, Waldo n'arrive plus. Enfin, ça me fait rire parce que t'as Waldo qui boite et qui lance un low kick du désespoir à la fin du troisième et Oui. il fait un 360 sur lui-même. C'est super drôle à regarder en Ouais. direct à vitesse 1. Et mais ouais, Waldo c'est juste frustré. Et en fait, les gens ils étaient en mode non, mais Waldo il peut le mettre KO, je le sens, etc. Puis je dis au mec, les gars, on est au troisième round. Est-ce que vous savez que Waldo n'a pas de cardio? Parce que les gens ils sont en mode ouais, mais Waldo il a du cardio et tout, juste parce que. Voilà, mais la dernière fois qu'on a vu Waldo en 3 rounds, c'était face à Sergei, il avait rien proposé. Avant ça, c'était face à un autre Sergei, il a gagné, mais il avait rien proposé non plus. C'est C'est face vrai. à Volkov, qui est beaucoup trop haut techniquement pour que tu ne puisses rien proposer pour gagner. Désolé, Waldo, hein, mais tu vas être le gatekeeper de ce top 4, de ce top 5, je pense même bientôt. Mais voilà, il est Ah bon. oui. Non, mais t'as tout dit. C'est pour moi le mec qui résume le plus la caté poids lourd aujourd'hui à l'UFC. Ouais. Il est bon, mais il sait que Mhm. boxer et rien d'autre. Il a pas de cardio. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et après, moi, ce qui m'a un peu fait sourire, c'est quand Waldo, donc il y a un moment, il a eu un gros moment de frustration. Ce que je comprends, c'est instinctif. Je pense pas qu'en plus Waldo soit quelqu'un d'idiot. Tu vois, autant il y a des combattants, on va pas parler, hein, notamment avec l'actualité Maison Blanche, au kit et tout. Tu sais qu'il y en a, ils sont vraiment idiots. Lui, je pense pas que ce soit un garçon idiot. Quand tu l'écoutes, globalement, c'est un garçon qui a les pieds sur terre, mais on l'a rarement vu. Parce que, soyons honnêtes, il faut quand même lui donner un crédit. T'es d'accord avec moi que quand ton game plan repose sur le fait de sécher un mec, tu sais un peu sur le missile qui va passer, il faut être d'un tempérament assez calme. Donc Waldo est quelqu'un d'assez calme, sinon il n'arriverait pas à le faire. Mais il y a sa frustration, moi j'ai compris qu'il avait perdu dès le deuxième round, parce qu'il aurait pu avoir des ouvertures. Il y a des moments où Volkov a accusé très mal le coup dans les entrées, et en fait il s'est frustré. Et au bout d'un moment, t'as juste envie de lui dire, bon, t'es professionnel, t'es pas un enfant, on va pas rentrer dans ton style de jeu juste pour te faire plaisir. T'affrontes le numéro un de la KT. T'as eu une ascension exceptionnelle et un upset exceptionnel à l'UFC. Maintenant, c'est juste à toi de, bah voilà, de progresser. Qu'est-ce que tu fais contre Cyril Gann? Qu'est-ce que tu ferais contre le futur arrivant Poatan? À voir combien de temps il va rester. Je vois pas Poatan, quand Poatan va perdre contre Cyril Gann, je le vois pas rester en stockade. C'est mon avis. Il va Mais pas qu'est-ce que rester tu vas longtemps, faire je pense. contre tous ces gars-là? Comment? Ouais. Moi je spoil, hein, je le vois pas rester tout court, hein. Même s'il vient de signer un contrat de 8 Ah, combats, désolé, il y avait des débats parallèles. Je pense que dans les 8 combats, parce que jamais il va faire 8 combats de MMA, j'y crois pas. Pour la moi, il y a les boxe, toi, combats, tu vois. ouais, boxe, Zuffa Boxing, je pense. Donc en fait,
Je pense que même si là il prend sa retraite en MMA, ça le dérange pas Poatan, hein. Je pense que Poatan, s'il perd, voilà, il croit vraiment qu'il va gagner, et tant mieux, bah, il a raison, tu vois. Mais juste pour Mhm. l'histoire, j'ai envie qu'il mette un crochet du gauche à Jojo Kit. Juste pour l'histoire, parce Alors, que je sais pas si t'as vu la conférence de presse. Jojo Kit, si, c'est si, ouais, j'ai bien vu. catastrophique. Tu vois, Mm. ça aussi, c'est un débat avec le main event, parce que le main event, ça a été révélé que toute la. Je sais pas si du coup t'as pu suivre, mais ça a été révélé que toute l'histoire était fausse entre Ramzat et Strickland. Ils sont entendus l'un avec l'autre, Mm. évidemment, ils étaient jamais en embrouille. Et ils sont mis d'accord pour que l'un parle mal de la famille, l'autre parle mal du père, l'autre parle mal de la relation, de la religion, tout ça. Bon, ça, chacun fait comme il veut. Mais tu sais, les gens ils disent, vous voyez ça, Sean Strickland, c'est intelligent. Mm. Désolé, mais Jojo Kit, en fait, pour Ouais, moi, on va en parler, mais ouais, c'est marrant, c'est ce que j'ai dit ce matin aussi. Jojo Kit, c'est. Désolé, hein, mais insulter des mères. En fait, ce que j'adore, c'est qu'il insulte des mères. Et le moment le plus marquant, c'est quand il insulte Topuria de nain. Et c'est là Oui, où Topuria pète un cœur. ouais, ouais, ouais. Non, complètement. Ça me fait rire. Écoute, enfin, moi, juste pour revenir sur Alex, mais bon, du coup, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler et d'en reparler, parce que on sera vraiment ensemble, là, cette fois-ci, mon Wes. Je pense que Alex a encore au moins 2 combats de MMA devant lui, parce que tu peux le mettre dans n'importe quelle catégorie, il a une légitimité, et il a des bons et loyaux services par rapport à l'UFC pour globalement aller dans chaque caté et demander à avoir une ceinture. Ça vend, il y a beaucoup d'argent, il va faire beaucoup plus d'argent qu'à Zuffa Boxing, parce que bon, faut être honnête, hein, les cachets, tu les prends proportionnels par rapport aux abonnements, au nombre de personnes qui regardent. Je vois encore Alex sur 2 combats. Mhm. Maintenant, oui, bon, comme tu dis, je pense qu'il en a plus pour longtemps. Bah, en fait, le truc, c'est que genre, tu vois, je pense que ce serait le moment, si Alexis perd, de faire le fameux Ramzat Pereira en 93. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Pereira va pas prendre goût au fait de pas cutter du tout, tu Hmm. vois? Sauf que c'est quelqu'un qui a toujours dû cutter beaucoup. Est-ce que là, le fait de rester en poids lourd, Oui, tu peux faire ce que tu veux physiquement, parce que bon, on se doute qu'il sera pas le plus athlétique possible, même si on se doute qu'il ira bien. Est-ce qu'il va pas prendre goût à ça, tu vois? Et c'est ça qui, moi, me fait me dire qu'un retour en 93, j'y crois pas pour Pereira, perso. Je pense qu'il va prendre goût à pas cutter. Et il a raison, tant mieux. Il est en fin de carrière, il va approcher les 40 ans, il va pas se casser la tête à cutter, alors que même en poids lourd, il est meilleur techniquement que 99% de la KT, tu vois. Donc, ça c'est vrai. voilà, mais. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, C'est débat vrai. parallèle C'est vrai. sur Pereira, et moi j'aime bien qu'on rallonge un peu tout ça parce que j'ai pas envie de passer au prochain. Mais du coup, on va passer au prochain. Je sais. Sean Strickland, qui du coup. J'ai du mal à le dire, mais Le skip, si. il a skip. J'ai du Il a mal à skip. le Wes, il a eu une coupure dire. internet. Wes, je veux juste te montrer un truc avant que on le fasse. Parce que du coup, hier. Alors, c'est juste une petite pause. Ok? C'est volontaire. Ok. Hier, j'ai du coup. J'ai allumé UFC 5, machin, tu vois. Et j'ai lancé du coup une partie en ligne. Le mec, il prend Taïra. Du coup, j'ai compris qu'il voulait que je prenne Van. Voilà. Et j'ai pas osé te l'envoyer, donc je sais pas si tu vas réussir à voir. Donc, hier. euh, Et au début, je voulais te l'envoyer en me moquant, tu sais, en te disant, ouais, j'espère que ce sera pas le cas. Et du coup, je ne te l'ai pas envoyé. Je ne te l'ai pas envoyé, voilà. C'était hier à 18h31. Et je me suis dit, non, je vais pas lui envoyer parce que ça va vraiment nous porter la poisse. Mais, comme un signe du destin. Désolé, mon Wes. Est-ce que tu veux que je commence pour que peut-être tu puisses tranquillement digérer l'idée qu'on va parler de ça? Oui, vas-y. Alors, premier round, Taïra a exactement fait ce qu'il fallait faire pour gagner. Voilà. Déjà, ça, on va lui mettre à son crédit. Le deuxième, il y a le fameux knockdown. J'aimerais juste qu'on retienne la partie du knockdown, non pas pour t'embêter, mais parce qu'il y a quelque chose dont j'aimerais bien qu'on parle quand même. Le troisième, on est sur, encore une fois, et je m'excuse, hein, Wes, mais sur un massacrage en règle et qui met encore plus en lumière le souci de Taira, qui pour moi n'est pas la défense de striking. La défense de striking, c'est le résultat. Je pense juste que Taira,
il a il a eu probablement un petit souci d'ego dans ce combat. Et je sais que on ne dit pas ça des Japonais, on ne dit pas ça tout ça, mais je m'en fous parce que je pense que c'est la réalité. Je pense que ce combat s'est joué sur l'ego, c'est joué sur le fait de respecter entre guillemets son adversaire et de ne pas oublier quelles sont ses forces. Et parallèlement, quelles sont aussi les faiblesses. J'avais critiqué Taira en disant que c'était quelqu'un qui n'imposait pas assez ses takedowns, que c'était quelqu'un qui justement euh, dépendait beaucoup trop du rythme. Alors c'est marrant parce qu'il m'a donné tort et il m'a donné raison. Parce que quand tu vois le premier round, ses tentatives de takedown, c'est lui qui impose le rythme. Et sur tous les autres rounds, après, du coup, c'est lui qui a subi le rythme parce qu'il s'est obsédé à rester sur du striking. Aujourd'hui, je pense que le plus gros problème qu'on a chez Taira, c'est qu'un combat de MMA, ça commence debout. Et ça, je l'avais dit contre Buckley et Brady. Et que Taira, en fait, il ne sait pas faire des changements de niveau. Il ne sait pas alterner comme le fait très bien, par exemple, Ramzat. Même si, bon, là, ce que je dis n'a pas très bonne pub, on y reviendra plus tard. Très bien vieilli. Voilà. Mais du coup, c'est le fait d'être en capacité de striker, d'être en capacité de mettre les bons takedowns au bon moment. Je mets au crédit la défense de Van et je pense qu'on peut mettre beaucoup de choses au crédit au sujet de Van, même si du coup, moi, ça m'a conforté sur un de mes combattants favoris parce que je pense que ça va être le combat suivant. Où il a une bonne défense de takedown. Par contre, du coup, c'est Taira qui s'est un peu transformé par manque de lucidité en, un peu en Sean Brady, c'est-à-dire à shooter de super loin les takedowns, à être prévisible. Van a bien défendu, mais on doit dire que les takedowns de Taira, plus on avançait dans le combat, plus ils étaient moyens. Euh, donc pour moi, au troisième round, quand on le termine, il y a 2-1 Van. Le quatrième, je le mets au bénéfice de Taira. Voilà. Objectivement, pas subjectivement. Je le mets vraiment au bénéfice de Taira. Et après, le cinquième, on sait ce qui se passe. Maintenant, tout le monde a vu le même combat. La chose dont j'aimerais parler sur Taira, c'est que il a une marge de progression, il sera champion. Donc ne t'inquiète pas. Maintenant, le seul problème, c'est que je ne change pas d'avis. Taira est un meilleur combattant de MMA que Joshua Van. Mais Joshua Van est quelqu'un qui sait mieux capitaliser sur son style, donc sur ce qui fait sa force, que pour le moment Taira. Taira, il a encore besoin de temps pour affirmer son style. C'est ce que je pense. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que, et je vais peut-être pas me faire des amis, je vais peut-être pas me faire des, et peut-être que, attention, je rentre dans un débat stérile, mais qui pour moi a aussi son importance, parce que 30 secondes dans ce sport, c'est beaucoup. C'est l'arrêt de l'arbitre. Si tu arrêtes à ce moment-là, la question que je me pose, c'est pourquoi tu n'arrêtes pas directement en round 2? Parce qu'on est sur une phase beaucoup plus violente, où Taira prend beaucoup plus, où Taira, sur les 3-4 premières secondes, ne défend pas, et Joshua Van, il en rate qu'une seule, c'est quand il lui tombe dessus, dans le deuxième round. Après, sinon, il y en a 5-6 qui passent, et tu sens qu'il est plus là. Alors après, il se défend très bien avec les jambes, attention, je dis pas ça. Mais pourquoi t'arrêtes aussi vite dans le cinquième? Alors je vois déjà le truc arriver. Oui, mais on est dans le cinquième, il a pris des dégâts. Oui, il continue de se déplacer, il n'est pas en train non plus de rouler par terre, de tituber, tu vois, il essaie juste de s'en sortir. Oui, Taira, il en voulait plus, mais l'arbitre, il est là pour protéger l'intégrité des combattants. Il n'est pas là pour se transformer en médecin et de dire si ça doit s'arrêter à ce moment-là parce qu'il estime que il a trop pris sur le combat total. Au moment de l'action, peut-être que Taira se fait finir, peut-être beaucoup plus violemment, et je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite à aucun combattant, non pas parce que j'aime Taira, mais parce que je le souhaite à personne. Je suis clairement humain de ce point de vue-là. Mais je trouve que par contre cet arrêt est contestable. Maintenant, je ne vais pas en faire un scandale comme ce qui s'est passé avec Pantoja, parce que Joshua Van nous a montré des très belles choses. Mais la seule chose que je peux dire, et je le dis ici et je le maintiendrai, je- j'ai repris un peu d'appréciation pour Van, parce qu'il n'a pas eu il a pas eu un combat facile et il a su se le rendre facile et capitaliser sur les erreurs de Taira, ce que Taira n'a jamais su faire dans ce combat. Maintenant, je le dis ici, si demain il y a un combat Pantoja contre Van, en l'état des choses, Pantoja gagne. S'il y a un combat Pantoja-Taira, en l'état des choses, Pantoja gagne. Et je trouve que ça met encore plus en lumière sur le niveau qu'a Pantoja. Parce que les réponses
que n'a pas su trouver Taira, notamment dans le brawl, et ça je le critique énormément parce qu'il avait juste à rester à distance, il est plus grand, il est plus tout ça, à vouloir rester à la bagarre, ne plus tenir sa garde, certes t'es fatigué, mais au bout d'un moment on parle quand même de jab, hein. C'est une accumulation de jab, surtout qui a causé tout ça sur le visage de Taira. Van, il y arrivera hein, contre Pantoja, mais il aura un retour qui sera différent. Donc voilà ce que je pense de ce combat, et voilà comment je vois la suite. Et là maintenant je trouve que cette suite elle est encore plus légitime par rapport au contexte de base entre Pantoja et Van, et par rapport à beaucoup de choses qu'on a vues, parce qu'on peut clairement se poser la question de ce qui se passerait si jamais les deux s'affrontaient. Voilà. Euh, En fait, euh, donc, pour mettre en contexte, du coup, moi j'étais en live react du combat et j'étais vraiment à fond. Et j'étais un peu, j'ai l'impression, le seul pour Taira. Si on enlève ceux qui ont mis de l'argent sur Taira, du coup c'était pour Taira. Genre vraiment en tant que fan de Taira, j'ai l'impression que j'étais le seul, surtout qu'en plus j'ai un ami à moi qui je regarde l'UFC, qui son chouchou s'appelle Joshua Van. Du coup on avait un peu une guerre de chouchou hier soir. Tu l'as dit, premier round magnifique. Pour moi, le tournant de ce combat et qui montre en fait tout le problème de Taira sur ce combat, c'est le knockdown à la fin du deuxième. Taira perd le deuxième round de très très peu avant le knockdown, mais le knockdown lui fait clairement perdre le deuxième round. Et le problème, et c'est ça vraiment, c'est la séquence du knockdown. Au moment où il se prend ce knockdown, si vous regardez bien, ils sont à mi-distance, ils sont à distance de jab. Taira va pour faire un calf kick sans se protéger. C'est-à-dire que les mains, elles sont basses. Il va pour faire un calf kick. Il se protège pas, il bouge pas, il reste surtout dans l'axe. Il reste vraiment devant Van. Donc Mm, parfait pour que Van mm. puisse le cueillir avec un bras arrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé notamment en tant que Français. C'est pas forcément le meilleur des souvenirs, mais UFC 302, Yanis Gemouri, Peyton Talbot, c'est exactement ça. C'est la même séquence, sauf que Taira finit pas C'est KO. vrai, C'est la même séquence. Et c'est ça vrai, m'a. Voilà. Mais moi, ça va, vu que j'aime bien c'est Talbot, vrai. ça me dérange moins, on va dire. Mais Ouais, c'est quand tu es à ce niveau-là, pour la ceinture UFC, surtout dans une catégorie comme les flyweight qui est aussi technique, tu peux pas mm, faire ce genre d'erreur en striking. Taira s'est amélioré en striking. Il est plus relâché qu'avant. Mais défensivement, il y a trop de responsabilités qui ne sont pas là, qui ne sont pas encore là. Et en fait, vu que c'est quelqu'un qui a grandi dans le grappling, c'est quelqu'un quand il a appris le MMA, il s'est surtout basé sur sa grosse force qu'est le grappling. Même quand il arrive à l'UFC, il a principalement battu que grâce à son grappling. Ben, j'ai l'impression, les acquis de débutant, entre guillemets, que tu as de base en striking pur, ben, il a du mal à les garder. Il a du mal à les avoir. Quand t'envoies low kick, tu dois te protéger, ne jamais rester dans l'axe d'un mec qui veut juste te mettre une, deux, tu vois, les trucs comme ça. Et il a essayé de bouger latéralement et tout quand Van lui mettait la pression. Le problème, c'est que il fait ça quand Van lui a déjà cassé le nez, quand Van a déjà le combat dans les poches, parce que tu l'as pas dit, mais les mm, round 3, c'est un 18. Même si Taïra le mm. renverse, même si Taïra gagne la fin du round, etc. C'est un 18 le troisième, c'est une mise à mort le troisième round. Et moi ça me fait mal au cœur de dire ça. Taïra s'est fait fouetter le cul dans le troisième round, tu vois. Pour Mm. ce qui est du quatrième, Taïra revient Clairement. bien. Il revient bien. Et pour moi, à l'entame du cinquième, on est à 2-2, sauf qu'on a un round 18 pour Van. Mm. Oui. Donc, vu comment on voit le combat, vu comment on décrit le combat, ou comment je décris le combat, on pourrait dire que je suis déçu de Taïra. Moi, là où j'ai des problèmes avec Taïra, c'est que tu l'as dit, il a énormément de mal à mixer. Et moi, c'est le truc que j'ai remarqué dans sa bataille d'ego. C'est à partir du moment où il était frustré debout, il n'arrivait plus à shooter. Il arrivait très très bien à shooter, mais à partir du moment où il était frustré debout, qu'il prenait des coups, il avait énormément plus de mal à shooter. Et on arrive au quatrième round, il arrive à shooter, sauf qu'à la fin du quatrième, il tente un takedown, il passe pas. Le cinquième arrive, dès qu'il tente son takedown, sprawl de Van qui passe magnifique. Et après, séquence où Mm. Van le met KO. Alors que Ouais. force l'arrêt de l'arbitre, on va dire plutôt. Est-ce que l'arrêt est prématuré? Oui. Est-ce que ça aurait changé quelque chose que l'arrêt arrive plus tard?
Pour moi, non. Taïra aurait quand Non. même perdu. Euh, Moi, je suis content sur une chose, c'est que Taïra, on l'a vu perdre face à Royval, mais on a vu de la résilience dans ce combat, et surtout c'est un combat qui perd pas beaucoup. Là, et face à Van, t'as vraiment cette séquence où en fait, tu vois que mentalement, ça y est, il est solide, Taïra, mentalement. Mais il manque trop d'acquis. C'est-à-dire que Taïra, limite, tu vois, c'est con, hein, mais tu le fais faire des cours de boxe débutants, de boxe de kickboxing, enfin, de striking, pour débutants, juste pour, même si c'est des trucs qu'il connaît déjà, mais juste pour que la tête, tu vois, ils se disent, ah mais en fait c'est ça, c'est simple, en fait. Je sais le faire, je le sais, j'ai déjà fait, etc. Mais t'as l'impression dans le combat, à quel moment face à Van, le mec, il est rapide, il frappe en combinaison, il est précis, et surtout il est plus petit que toi. Tu l'as dit toi-même, Van a 1m65 d'allonge, Taïra a 1m80. À quel moment c'est Van, à quel moment c'est Taïra qui te casse la distance, tu vois. Donc moi malgré la défaite, je vois un avenir glorieux pour Taïra. Je pense qu'il reviendra prendre cette ceinture un jour ou l'autre, qu'il sera champion un jour ou l'autre. Pour la performance, il y a beaucoup de choses à revoir. Moi, non, moi je suis fier de lui. Moi, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Tu vois, j'ai dit, Van, je suis désolé de t'avoir sous-coté, de t'avoir méprisé en tant que champion, je l'avoue. Et Taïra, je suis fier de toi. Mais voilà, donnez-lui Capé pendant que Pantoja, enfin Capé c'est Horiguchi, enfin donnez-lui le vainqueur de Capé Horiguchi pendant que Pantoja il vient reprendre sa ceinture. Hein. Et on va voir si en striking il a réglé ses problèmes, Taïra. Hein. Si Capé ou Horiguchi, enfin de toute façon, peu importe lequel, ça va être full striking. Donc on va voir comment Taïra gère ça. Hein, mais ouais, la suite, bon, on verra. La suite, pas la peine, je pense, d'en parler. Comme tu as dit, Pantoja Van. Moi je suis d'accord, ça me conforte sur l'idée que Pantoja est au-dessus de tout le monde du coup dans la KT. Euh, Maintenant, moi je me pose une question. Parce qu'on a vu une chose, c'est que Taïra n'arrivait pas du tout à travailler au sol. Il avait la montée, mais à partir du moment où il avait la montée, il arrivait à rien faire. Est-ce que Pantoja arrivera à faire beaucoup plus? Oui, je l'espère. Parce que je veux le voir gagner. Mais je pense que l'expérience fera qu'il arrivera à pousser. Et je pense que Taïra, qu'on le veuille ou non, il y avait ce stress de premier title shot, de t'es devant tout le monde, t'es dans un event qui est beaucoup regardé parce que il y a beaucoup de médiatisation, surtout par rapport au main event. Donc ouais, mais moi, tu vois, moi, c'était tellement mon main event à moi que le main, je l'ai regardé complètement décontracté. Et je pense que c'est le moment parfait pour faire un direct sur le main. Et un fil conducteur qui va Ouais. à moins que tu aies quelque chose à dire encore sur le co-main. J'ai juste une dernière chose à dire, quand même, qui va aller dans ce que tu dis. Tu dis, il a eu beaucoup de mal à travailler. Oui, tu as raison, et parce qu'on s'en tient au round 1, qui reste un round où Van n'était pas fatigué, Van n'était pas dans l'usure, donc il était très concentré. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que derrière, il n'a pas pu retravailler, parce que je pense qu'il y a beaucoup du combat où ça fait un peu mal au cœur de dire ça, mais les mecs font ce sport aussi pour ça, où Taïra, il se souvient pas. Je suis très sérieux. Je pense que Taïra, il y a beaucoup de moments, il était en mode instinct de survie. Ceux qui ont déjà combattu le savent et vont un peu reconnaître ce que je vais dire. C'est ce moment où c'est des formes de blackout, où tu sais plus tout à fait exactement ce que tu fais, tu sais plus tout à fait où exactement où tu es, et ça reste du mécanique. Et je pense que s'il n'avait pas pris cet énorme knockdown qui te pend au nez contre Van, et je suis désolé, mais Taïra l'a bien cherché, tu l'as dit toi-même, je pense juste que peut-être à l'usure, effectivement, il aurait pu l'avoir. Maintenant, Van, il a fait ce qu'il fallait faire. C'était lui imposer un gros down, gros down. Et pareil, tu vois, là, dans les derniers lives qu'on avait fait, il y a des personnes qui me disaient, ouais, bah, je sais, alors là, pour le coup, je sais plus qui c'est pas que je veux pas le dire, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient, Van, en vrai, il a pas tant de puissance que ça. Ouais, les gars, pour le poids qu'il fait, il a de la puissance, hein. Tout le monde n'est pas Topuria, tout le monde n'est pas, tu vois. Il a quand même beaucoup de puissance parce que il te fait tomber. Il a même beaucoup de chance chez Taira avec le mouvement de sa nuque quand il prend le knockdown. C'est là où le KO peut être encore plus fort, quand la tête tape le sol, ou alors le mouvement d'arrêt entre la nuque et le cerveau, parce que c'est là où le cerveau bouge. Il a beaucoup de chance de pas y rester. Pas mourir, quand je dis rester, mais y rester dans le sens dans les nuages, quoi.
Et voilà, et je pense que le combat aurait été très différent. Tu l'as dit, le tournant de ce combat, ça a été ce kick sans protection, ce knockdown qui enlève toute lucidité, qui enlève toute confiance. Et Taylor Lapillus en parle très très bien, je trouve, à chaque fois. Ça me fait mal au cœur à chaque fois d'admettre que c'est vrai cette phrase. Mais knockdown, un mec qui fait du JJB, à chaque coup après, il va perdre un grade sur sa ceinture. Et c'est vrai. Belle phrase. Belle Voilà. phrase. C'est vrai. Et bon, main event. Je n'arrive. J'ai du mal à dire cette phrase et pourtant, moi, ça me dérange pas parce que je l'ai dit, j'étais totalement décontracté sur ce main event parce que je n'aime aucun des deux combattants. Donc, moi, je voulais juste être diverti. Je m'en foutais de ce qui se passait. Je voulais juste être diverti. Et j'ai été servi, entre guillemets. Sean Strickland a battu Ramzat Chimaev par décision split des juges. 48-47, 48-47, 47-48. Ramzat Chimaev n'est plus invaincu. Ouais, bon, déjà on peut... alors, je ne changerai pas mon avis sur ce que j'ai dit donc dans mon analyse sur la défense de takedown de Sean Strickland parce que du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans le deuxième round, il y a eu quelque chose de très bizarre. Ramzat qui tente un takedown que alors, Sean défend, ça je ne le conteste pas. Mais après, oui, il s'assoit. Personne n'a compris. Comme s'il avait une cheville, comme s'il avait C'est une ça. cheville qui avait sauté. Pour moi, c'est pas du cardio parce que derrière le cardio il tient. On voit que sur le tabouret, il enlève les deux chevillères. Il y a une histoire de cheville. Je suis très content que Ramzat en ait pas parlé parce que ça, tu en parles. Pour moi, quand t'as de la classe et quand t'as le mec, t'as perdu et Ramzat a été classe. J'aurais jamais pensé dire ça une fois dans ma vie. Je suis désolé, mais Ramzat a été classe. Sean a été classe. On parlera après, peut-être parce que ça fait un bon sujet, je pense, de ces histoires de, voilà, tout ce cinéma là qu'ils font sans aucun respect. Mais ça, on en parlera après. Alors, moi, je vais te dire comment j'ai vécu le truc. Premier, Ramzat, pas de sujet. Deuxième, Sean, pas de Pas de sujet. sujet. 3 minutes 22 de contrôle au sol, pas de sujet. Le troisième, je suis honnête, je le donne à Sean. Ok. Le quatrième, je le donne à Ramzat. Ok. Du coup, le cinquième, vu qu'on était sur la touche-touche, et ça, c'est un gros défaut que j'ai commencé à regarder l'UFC où il y avait une règle débile, c'est qu'il fallait en faire suffisamment pour devenir champion. C'était débile à la mort. C'était débile à la mort. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup de mecs qui ne tiendraient jamais champion. C'était limite, il fallait soit humilier le champion, soit le finir. Moi, je termine ce combat en me disant, bon, Ramzat, il a eu chaud. 3-2. Serré, hein, je me dis pas large 3-2, tu vois. Je me dis 3-2, Oui, 3-2 serré. peut aller dans les deux sens. Exactement. Et du coup, bon, j'ai pas, ça montre que je suis pas si mauvais et que je sais montrer objectif. En plus, je suis comme toi, hein. Alors, en toute honnêteté, je trouve que Sean Strickland a toujours été ultra sous-estimé et c'est mérité par rapport à ses propos et les saloperies qu'il peut dire. Maintenant, du coup, bon, le truc, Ramzat va vivre un peu le truc que Sean Strickland a vécu. C'est que quand tu te mets dans la position et dans ce rôle, qui, ils abordent pas les mêmes sujets, mais ils ont un peu le même rôle de se vouloir détestable. Du coup, Ouais. les gens remettent en question ton niveau et mettent encore plus en lumière tes défauts. Voilà. Maintenant, ça va être intéressant à pouvoir en parler aussi. Bon, tout ça pour dire que on peut que féliciter Sean Strickland. Maintenant, il y a des questions qui subsistent pour moi quand même. C'est, tu vois, dans le cinquième, il aborde le combat Ramzat où il reprend cette phase d'échange qui était globalement très serrée. Sean touchait plus, c'est vrai, mais les coups durs, je les voyais plus au bénéfice de Ramzat, étonnamment. Mm. Après, bon, Sean Strickland n'est pas réputé pour sa puissance, hein, on le sait. Le dernier knockdown qu'il a dû infliger, c'était. Bon, il y a eu Anthony Hernandez, mais c'est autre chose. Mais si on parle de, tu vois, de knockdown impressionnant, c'était contre Adesanya, de mémoire. Mais du coup, il shoot le takedown et ça passe plutôt bien, tu vois. Ça se passe plutôt bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que la théorie de beaucoup de gens de se dire, bon, bah. Mais je suis très surpris parce que Ramzat, tu vois, comme quoi des fois la communication peut être surprenante. Ramzat, c'est tout le temps le premier à dire, il y a une phrase qu'il dit tout le temps, et ça parlait à tout le monde. Moi, je viens ici pour combattre et faire mon argent. Tu sais, à chaque fois, il dit ça. Est-ce qu'il n'a pas été touché? Qu'est-ce qu'il y a, frérot?
est-ce qu'il a pas... Ok, vas-y, faut... c'est bon, je peux y aller? Alors, vous avez pas entendu, C'est- mais hein. j'étais muté parce que j'étais muté pour OBS. Mais toi, t'avais entendu, du coup, j'ai pas eu Mhm. le temps de me muter sur Discord, désolé. Non, rien, vas-y, continue. Ah, pardon, Bon, excuse-moi, frérot. Et du coup, je comprends pas pour le coup, mon Wes. Je pensais pas que. Alors là, c'est l'interprétation, je déteste faire ça, mais on n'a pas d'explication. Lui-même n'en parle pas, donc je vais me permettre d'interpréter. Je, je ne sais pas si Ramzat, en fait, il a pas été touché par ce qui s'est dit après son combat contre Duplessis, que je trouvais legit, parce que moi, le premier, gros, quand je vais me coucher, que c'était 7 h du matin, là, cet été, je peux t'assurer que j'ai détesté Ramzat, hein, pour ce qu'on a vu en termes de spectacle. hmm. Et je sais, gros, je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Alors, bravo à Sean Strickland, mais je vais peut-être pas me faire des copains parce que du coup, je suis ni fan de Strickland ni fan de Ramzat. C'est ce que je voulais. Plus de compétitivité, surtout moi qui avais critiqué la compétitivité, hein, tu t'en souviens très bien, de ce main event. Donc là, pour le coup, la vie m'a donné tort, et c'est ça qui est génial dans le sport qu'on regarde. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a le cardio pour striker? C'est pas son domaine. Donc, tu vas quand même me faire croire qu'il a pas le cardio pour lutter. Qui est son domaine, ouais. Bah, C'est moi, l'ego, du coup. alors, moi, j'ai deux choses. Je pense, alors, moi, c'est ma théorie, est sûrement pas vraie, mais j'ai envie d'y croire. En 2025 est venue une mode pour les grappleurs qui est de dominer le combat au sol sans forcément ultra travailler, sans forcément être spectaculaire, et du coup tout le monde criait au scandale. Le combat qui faisait le plus Mhm, penser à ça en 2025, c'était Dricus face à Ramzat, et le deuxième c'était Islam face à JDM. Quand Islam a battu mhm. JDM, qu'est-ce qu'il s'est dit? Islam a fait une Ramzat. Et quand Charles Oliveira a battu Max Holloway comme il l'a fait, premier commentaire, Charles Oliveira a fait du Ramzat. Et je me demande si Ramzat il s'est pas dit putain en fait c'est ça le sentiment que les gens ils ont quand ils me regardent combattre. C'est ce sentiment là qu'ils ont. Et du coup je me dis est-ce qu'il a vraiment... Est-ce qu'aujourd'hui Ramzat... Tu sais, il y a une question où les gens peuvent se dire est-ce qu'il s'en fout pas du sport? Mais en vrai moi je me demande est-ce qu'il aime pas justement trop ce sport maintenant Si. pour s'en foutre? C'est-à-dire que Si. on l'a vu sa réaction là quand il perd le zéro. Là c'est limite il est déjà au courant qu'il va le perdre. Tu sais c'est limite il le sait. Et moi j'y croyais pas à la victoire de Sean, à la décision même après le combat, même si moi, du coup, je scorais premier round Ramzat, deuxième round Strickland, troisième je le donnais à Strickland, quatrième Ramzat et le cinquième je le donnais à Strickland. Du coup, pour revenir sur le cinquième, pour moi, c'est juste du kiff-kiff, mais vu que Strickland touche plus, bah, je le donne à Strickland. Mais moi, j'y croyais pas, Oui. pourquoi? Parce que, je sais pas si t'avais suivi, il y avait une rumeur comme quoi Ramzat n'avait pas fait le poids et que l'UFC avait caché ça. Et je me demande, t'es dans le New Jersey, à New York, dans une carte qui va faire énormément de bruit, parce que t'as la Maison Blanche, t'as l'UFC 329 qui avait un peu son ombre dessus, au final aucune annonce sur l'UFC 329, mais t'as un main event ultra médiatisé, et t'as une carte qui ne compte, qui est très belle carte, mais qui au final ne compte que sur son main event. Est-ce que tu es capable d'annuler le main event la veille du combat parce que Khamzat n'a pas fait le poids? Aujourd'hui, l'UFC, on peut plus leur faire confiance pour moi. Donc, ils auraient été capables de le cacher. Mais pour moi, si c'était réellement vrai, bah la split, ils l'auraient donné à Ramzat tous les jours. Ils Bah auraient oui. donné à Ramzat tous les jours s'il y avait ce problème de poids, évidemment. Du coup, pour moi, le fait que Sean ait gagné prouve que du coup, il n'y avait pas de problème de poids, de balance, de Ramzat, qui, machin, ça, il n'y a pas de souci. Euh, donc, moi, je pense que Ramzat n'est pas rentré dans une guerre d'ego. Je pense pas qu'il est rentré dans une. Il a voulu prouver qu'il était meilleur striker que Strickland. Je pense pas que. Je pense que, ouais, il était touché à la cheville, mais pas tant que ça. Pas pour que ça l'empêche de lutter, parce qu'on l'a vu, il a shooté dans le quatrième et cinquième. Moi, je pense juste que Ramzat, en fait, il sait qu'il est vu comme le grand méchant. Et en fait, il s'est dit, quand il arrivait à l'UFC, tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait. Mhm. Et peut-être ça lui manquait, ce sentiment-là. Et il s'est dit,
En fait, avec le style que j'ai là, que j'ai arboré notamment dans mon combat avec Duplessis, que j'ai gagné, ben, j'ai perdu peut-être mes fans, j'ai perdu une certaine partie, j'ai perdu des gens, et j'ai pas envie d'en perdre plus. Et peut-être il s'est dit, je sais que c'est mon dernier combat dans la KT de toute façon, que je vais pas défendre après, donc coûte que coûte, autant divertir les gens le plus possible, et autant que je me prouve à moi-même que même je peux gagner un combat en striking, pur, face à l'un des meilleurs strikers au monde. Bon, la vérité c'est qu'il a perdu le combat. Ramzat, tu fais ce combat 10 fois, et que sur les 9 autres fois, c'est le combat qu'on imagine avant le combat, Ramzat les gagne tous. Il n'y a aucun débat. Oui. À partir du moment où Ramzat est du Ramzat, Ramzat gagne tous les combats. C'est pour ça qu'il était vu autant favori, c'est pour ça qu'on le voyait pas perdant. Personne pouvait imaginer ça de la part de Ramzat. Et le pire, c'est que quand tu regardes face à Duplessis, t'as Arman dans son coin qui fait ne va pas à la guerre avec Dricus. Reste focus sur le game plan. Reste sur le sol. Ne va pas à la guerre avec lui. Et il a tenu tout le game plan. 5e round. Il a voulu. Il s'est dit vas-y, fin le combat et tout. Il s'est fait toucher. Là, tu l'as pas vu, Dana White, il était en live durant l'entrée des combattants, le début du combat et tout. Il y avait Arman juste devant lui. Il a posé une question à Arman, qu'est-ce que tu vois durant le combat? Arman, il lui a dit étranglement arrière, premier round. La question, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans la tête? Parce que moi, je pense clairement que ce que Shimaev a fait, son camp n'était pas au courant. J'en suis pratiquement sûr. Son camp n'était pas au courant. Je pense que c'est un truc avec lui-même. Hein. Je vois pas en quoi son camp serait au courant. Parce que sinon, il aurait dit qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Donc, moi, je pense que Ramzat, il s'est dit c'est quoi? Pour faire plaisir à mes coachs, machin. Premier round, je vais faire ce que je sais faire. Si ça passe, bah tant mieux, vas-y, soumission premier round. Par contre, bah deuxième, si ça passe, si j'arrive pas à le soumettre au premier, vas-y, je tente mon truc. Parce que de toute façon, je sais que je pourrais gagner après avec ma lutte plus tard. Je pourrais prendre le quatrième et cinquième comme je veux, donc je m'en fous de perdre le deuxième et le troisième. S'il faut, moi je refais ma lutte dans le quatrième et le cinquième. Problème, c'est que sur le deuxième, bah, il y a sa petite gêne à la cheville. Et tu vois qu'il shoot au quatrième et cinquième. Sauf qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Bah, c'est pas son domaine de prédilection, la striking. Du coup, il s'épuise plus. Vu qu'il s'épuise plus, bah, il arrive à moins bien shooter. Strickland, c'est son domaine de prédilection. Il est beaucoup plus en forme que Ramzat au quatrième et cinquième. Du coup, il arrive très bien à défendre. C'est même lui qui retourne Ramzat. Du coup, en fait, Ramzat, Mm. il s'est dit, je m'en fous. Je strike sur le deuxième et troisième pour faire plaisir. Et si je perds, de toute façon, quatrième et cinquième, je shoot. Mais même avec ça, il n'a pas réussi. Moi, je pense qu'on a eu un nouveau Ramzat, mais qui va pas durer longtemps, parce que je pense que là, Ramzat, il va monter en 93 et qui va faire ce qu'il sait faire. Parce que bah, c'est bien, hein, mais il y a une deuxième ceinture à aller chercher, tu vois. Moi, je pense que si c'est pas son dernier combat en middleweight hier soir, il fait jamais ça. Juste, il s'est dit, vas-y, je pense. Pour moi, il y a un mélange de tout ça. Bon, de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que. Alors, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, frérot, j'ai vraiment rien à rajouter, pour le coup. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que Nassour va être là. Et ben ça, c'était un de mes sujets. C'est un sujet. Maintenant, moi, je te dis honnêtement quelque chose. Je vais être pour Nassour, j'ai toujours été derrière nos Français. Bon, hier, j'ai fait une petite entorse à ma règle avant-hier quand j'ai parlé de Sabatini Gomis, mais pour moi, ce combat pourri, je sais pas pourquoi des gens ont été surpris, c'était d'une évidence même, ce que je t'avais dit, hein, de toute façon, Sabatini décision. Moi, je vais clairement être pour Nassour, ça, c'est 100% vrai. Maintenant, j'ai juste peur d'une chose, c'est que Nassour, lui, c'est pas un comédien. Je veux juste qu'on fasse une petite aparté là-dessus. Ce qu'ont proposé Sean Strickland, Ramzat Chimaev, l'UFC en règle générale, parce que du coup c'était l'intox aussi, hein, la conférence de presse qui était soi-disant annulée, elle était juste prévue, ils ont fait semblant qu'elle était annulée. Du coup, tu loues pas une salle comme ça au dernier moment, ou tu réunis pas les combattants comme ça au dernier moment, sachant qu'ils sont dans les derniers préparatifs. Ouais, Voilà. même Dana White était au courant que c'était Voilà. pour vendre. Bah, moi je vais me permettre de dire quelque chose là-dessus. Je suis vraiment, vraiment pas fan. De ce qui s'est passé. Ça soulève des problèmes qui sont profonds et je veux pas faire le mec, tu sais, bienveillant ou faire
désolé, hein, du wokisme, hein, mais ça soulève des problèmes très profonds dans ce qui se passe aujourd'hui. Ça soulève aussi des sujets où il y a des gens qui meurent pour ça, parce que c'était clairement le fond de leur truc. Ça soulève des choses graves quand je vois par exemple un Sean Strickland qui est capable de jouer le comédien en disant ah, donc parler de child abuse, c'est des choses qui te font rire. Bah en fait, même lui, tu vois, moi c'était un des rares trucs qui me touchait chez lui, chez Strickland, c'est ce qu'il avait connu avec son père. Maintenant, Ok. ça me touche plus parce qu'en fait, je me dis qu'il l'utilise comme un argument marketing. Et, euh, et voilà. Donc, moi, je trouve que c'est dégueulasse parce qu'en fait, ça renforce ces mecs-là. En fait, il faut juste comprendre une chose. N'idolâtrer personne dans les sports de combat, dans les sports en règle générale, ou même dans plein de choses. Parce que ce qu'on a vu hier, je vais pas me faire des amis, c'est des gens en fait qui surfent sur vos combats. C'est des gens qui surfent sur les sujets qui vous tiennent à cœur et ils en ont rien à foutre. Ils capitalisent dessus, ils font de l'argent dessus, ils se foutent de la gueule de tout le monde. Encore Dieu merci, ils se sont fait une guerre telle qu'ils l'avaient dit, parce qu'on peut quand même leur mettre au bénéfice que ils ont fait une guerre, voilà. Mais ça, c'est plus mon petit point de vue personnel, tu vois, où quand j'étais plus jeune, c'était des sujets qui me touchaient. Je pouvais apprécier, par exemple, tu sais, je pouvais apprécier des combattants parce que tu avais l'impression qu'ils se rangeaient derrière un combat, ou même des sportifs, des machins. Les mecs, maintenant, voilà, c'est des entreprises, c'est des machines politiques, c'est des machines afriques, c'est des machines entertainment. Mais je trouve juste dégueulasse le parti pris en fait qu'ils ont pris parce que les sujets qui ont été abordés durant cette conférence de presse, elle est dégueulasse parce que c'est d'ordre géopolitique. Voilà, on parle de choses horribles. Il y a eu des trucs comme par exemple quand il parlait de la maltraitance de de Sean Strickland, le côté du dictateur, où c'est ce qui se passe en Tchétchénie. Il y a des choses graves qui se passent. Et c'est ça, en fait, que je trouve dégueulasse. Maintenant, quand moi je les vois se taper dans le poing et qu'ils sont contents de leur petit coup marketing, bah, tant mieux pour eux, ça a marché. Mais je trouve vraiment, en fait, que c'est important parfois, tu vois, un peu de le rappeler avec du recul, parce qu'il y a à la fois des mecs comme toi et moi du même âge qui suivons, et aussi des plus jeunes. C'est bête, hein. Mais pensez toujours à ça. Les mecs qui servent leurs intérêts, c'est très rare qu'il y ait des mecs qui servent des vrais intérêts communs. Il en existe et on peut dire les noms. On peut parler par exemple d'un Charles Oliveira. On peut par exemple parler d'un Dustin Poirier avec son association. Enfin, tu vois, on peut parler de beaucoup de monde, mais des gens comme ça, faut juste se méfier. Et moi, je voulais juste préciser que j'ai trouvé ça dégueulasse. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, toi. Sur ce point-là, non. Moi, c'est plus un point positif que j'ai par rapport à tout ce que j'ai vu ce week-end. Et par rapport à on a compris du coup c'était faux. Le fait que ce soit faux, moi ça m'a apporté un point positif. Pourquoi? Alors positif comme il peut être négatif pour certains, mais pour nous Français positif. Pourquoi? Spécialement nous. Euh, L'UFC n'arrive pas à vendre avec Shimaev et Strickland sans qu'il y ait une histoire chelou. Ils n'arrivent pas C'est à ce que je voulais vendre. parler. Donc ils vont jamais faire vendre Nassour Strickland. Jamais ils vont réussir à le vendre. À part, Eh ben, je suis pas d'accord. non, à part si le combat se passe à Paris. Si le combat il se passe aux États-Unis, il va pas se vendre. S'ils n'ont pas réussi à vendre Ramzat, ils vont jamais vendre un Nassour. Vraiment, j'y crois pas. Aux États-Unis, Alors, vu comment l'image qu'ils ont de Nassour là-bas, j'ai beaucoup de mal au fait qu'ils arrivent à vendre le combat Nassour Strickland. Aux États-Unis même. Même si t'as double ceinture, machin, parce qu'ils nous ont fait une carte de fou, hein. Meilleure carte de l'année, hein, sur le papier. Ils ont pas réussi à vendre ça. Donc pour moi, par contre, UFC Paris, ça se vend tout seul. Sachant, je te laisse parler après, t'inquiète. Nassour, il y a plusieurs semaines à révéler. En tout cas, il y avait des sources en interne qui disaient qu'il n'allait pas combattre à Paris. Qu'il avait un combat de prévu, que ce serait pour la ceinture, mais que c'était pas pour Paris. Hier soir, on l'a interviewé. RMC l'a interviewé, il a dit moi et mon clan, on a proposé Dricus à l'UFC, mais l'UFC a refusé. Parce qu'ils ont dit qu'il avait déjà quelqu'un, et que moi, ils veulent me mettre que pour un combat pour le titre. Ce qui veut dire que Dricus a bel et bien un combat de prévu, donc on imagine Kamaru, et surtout, Dricus ne combattra pas pour le titre face à Kamaru. C'est forcément Nas. non. Nas Oui. va combattre pour le titre dans ce prochain combat. Et dans la post-conférence, il a été demandé à Dana White est-ce qu'un UFC numéro 1 en France, aujourd'hui, c'est possible?
Dana White, il a fait: je serai présent à Paris cette année. Maintenant, est-ce que l'événement de Paris cette année sera numéroté? Je peux pas vous le confirmer. Mais il y a énormément de chances qu'un UFC numéroté arrive à Paris prochainement. Ça, tu vois, moi je pense, parce que ça se construit tout seul, Strickland Nassour. À Paris, t'es sûr, ça se vend. Moi je pense que c'est jackpot pour nous. Parce que en dehors de la France, ça va être compliqué à vendre, je pense. Alors, tu as raison, si c'est en France, tout est fait pour. Strickland, en plus, a beaucoup parlé des Français. Il a vraiment beaucoup parlé des Français. Et c'est une belle occasion de rappeler que qu'on l'emmerde et qu'il ferait mieux de réellement apprendre son histoire, surtout lui qui adore l'histoire militaire. Il saura que la France est littéralement le pays qui a gagné le plus de guerres, le plus de batailles, etc. Et que son pays s'est construit grâce aux Français. Mais ça, c'est un On autre est ton sujet. Ça, papa. c'est plus personnel, parce que je suis un... Comment? On est ton papa. Voilà, on est ton papa. Sauf que nous, on était beaucoup plus gentils. Mais bon. Euh, mais bon, sujet à part, c'est parce que j'adore l'histoire et quand t'entends surtout des Américains type chez Strickland parler d'histoire, des fois tu te dis c'est lunaire. Maintenant, je vais te répondre. Donc oui, la hype, elle est toute trouvée, ça se fait à Paris, ça se retrouve à Paris. En plus, l'ambiance qui a été faite du coup à Paris, maintenant, ça a confirmé à l'UFC qu'il y avait doublement un intérêt, tu vois, par rapport au fait de faire des UFC là-bas, avec nos combattants qui montent, etc. Bon, euh, Strickland, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, leur premier combat, on sait que Nassour l'a toujours en travers de la gorge, et évidemment que ça va encore mieux. Mais maintenant, je vais te dire quelque chose. Si ils ont réussi à vendre certains main events, l'UFC, faut quand même pas oublier que c'est une organisation qui à la base s'est construite sur le marketing, sur du vent, ils avaient pas un rond, ils vendaient des mecs que personne ne connaissait, ils vendaient que des promesses. Ça reste du fake it till make it, c'est purement américain. Et c'est une des sociétés et une organisation sportive qui le fait le mieux. Maintenant, je vais te dire un truc, hein. Le trailer, moi je l'ai en tête. Propos Strickland sur les Français. Combat Nassour, Strickland, tension. Nassour qui arrive pas à exister, tête baissée. Nassour qui est nerveux avec Chris Curtis. Nassour qui reparle de Sean Strickland. Et voilà. Tu l'as Sans oublier, ta bande-annonce. sans oublier que, c'est que en plus, si le combat se passe en France, c'est magnifique. Strickland va dire: mais c'est moi qui vont applaudir les Français, parce qu'il aime bien dire que Nassour n'est pas français. Et il dit que même nous, Oui. on trouve que Nassour n'est pas français. Il dit ça lui. Alors, il ne nous connaît pas du coup, parce qu'il dit que même nous, Français, pour nous, Nassour n'est pas français. Alors que. C'est un des combattants favoris des Français. Je pense qu'il y a même C'est- plus de gens qui préfèrent. Honnêtement, hein, je pense qu'aujourd'hui, le top, c'est Nassour BSD qui sont au même niveau. Et il y a des gens qui préfèrent Nassour et BSD à Cyril Gann, soyons honnêtes. Moi, c'est mon combattant préféré, Nassour. Pourtant, je suis blanc de chez blanc. Enfin bref. Euh... Nassour aussi est blanc, mais c'est pas le même blanc. Euh... Ça compte pas, t'es avec une russe. Oui, mais c'était mon combattant préféré avant que je tombe sur elle. Ok, C'était faire, avant que je tombe sur faire, elle. faire, Voilà. faire, faire, Euh, très faire. Non, ouais, non, pour moi, ça se fait tout seul. Maintenant, Strickland, il y a un truc, il a dit quoi? Il a dit: mais moi, je ne combats plus en dehors des USA. Moi, je ne partirai plus des USA pour combattre. L'UFC va lui dire: frérot, tu pars là-bas. Crois-moi qu'il va dire oui. C'est pas lui qui va décider. Non, non, tu vas aller en Australie pour Non, affronter Dricus. Tu vas en Australie pour affronter Dricus. Tu vas en France pour affronter Nassour. Tu vas en France pour affronter Nassour. Tu nous casses pas les. Voilà. non, mais t'as raison. Non, mais surtout que pour le coup, Sean Strickland est très. Alors, il y a deux choses. Il est redevable à l'UFC par rapport à ce qui s'est passé parce que ils lui ont permis d'être champ, ils lui ont permis de se conforter dans beaucoup de choses. Et il faut mettre du respect sur Sean Strickland en tant que sportif. C'est un bordel, ce mec-là, c'est un problème. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Maintenant, en plus, bon, on connaît les positions de l'UFC au niveau politique, qui sont les mêmes que Sean Strickland, ou presque. Donc, du coup, voilà, il y a un bis-bis entre eux. Donc, évidemment qu'il ira. Je pense que il a aucun problème, Sean Strickland, à admettre que Dana White lui a probablement sauvé la vie, lui a permis d'avoir une vie meilleure. Donc, il le fera. Maintenant, je vais être honnête, je pense pas que ça sera en France.
te plaît, je vais à Paris. J'adore Fares, hein, mais j'ai pas envie de le voir affronter Moïcano en main event. J'adore Fares, hein, Non, non, non. mais ça a pas une date de Non, non, main non. event. Mais Enfin, si, je en vrai, pense non. que, gros, le potentiel rivalité entre les deux, on n'a pas vu ça à l'UFC depuis quand même un petit moment, tu vois. Il y a un passif entre eux. Là, c'est Nassour clair. s'est fait battre quand il était jeune. Voilà, tu vois. Enfin, là, il y a, en plus, on est dans le jeu de Strickland de parler des trucs politiques, de parler des trucs de machin. Mhm. Moi, je pense que ça va se faire aux États-Unis. Par contre, le seul truc, alors déjà de un, Strickland est quelqu'un qui adore rester actif, même quand il était champion, et ça, on peut pas lui enlever. Mm. Donc ça, c'est Même bien pour s'il la a, KT, parce que même là, avec le nez cassé, c'est pas grave. oui, Il a dit. oui, oui, oui. Et puis en plus, il aime rester actif hein, quand tu regardes. Il y a du monde qui monte aussi, gros. Donc là, cette catégorie, ça commence à devenir pressant, parce que tu vois, t'as même des Morales qui sont dans un entre-deux. T'as Ousmane bientôt, Duplessis qui va arriver a priori. Enfin, il y a quand même des choses, il y a quand même des choses là qui deviennent pressantes. Euh, Ça me paraît trop loin, en fait, l'UFC Paris. Même si en soi, septembre, c'est pas si loin quand tu Ouais, mais regardes. comme date, C'est c'est pas pas si si loin, loin. je Il sais. faut qu'il se remette de son nez. Donc en vrai, il sera remis quoi, fin juin, enfin, vers fin juin, première partie de juillet de son nez. Ça avait fait 2 mois de camp d'entraînement. Moi, je trouve pas ça Oui, oui, déconnant. remarque. Oui, remarque, c'est pas déconnant parce que tu me diras, on est déjà en mai, remarque. On est déjà en mai, ouais, c'est On est vrai. déjà mi-mai jusqu'à Écoute, fin. j'espère que j'espère que ce sera à Paris, comme ça au moins on aura des places hors de prix et on se fera un grand plaisir avec mon West de vous faire de vous partager ça sur TDF et sur nos réseaux nos réseaux propres Mystique et West MMA, mais j'ai quand même quelques doutes. J'ai quand même quelques doutes parce que Sean Strickland, il vend aux États-Unis, il a le côté patriote, il est apprécié par beaucoup de gens. En France, on adore détester Strickland. En France, il y a beaucoup de gens qui sont pour Nassour, donc ça se vend bien aussi. Mais est-ce que juste la personne de Sean Strickland ne pourrait pas suffire pour faire un combat aux États-Unis, que ça se vende avec cette rivalité? C'est la question que je me pose. Attends, je viens de tilter. Tu sais, depuis longtemps, là, depuis que John Jones il est plus champion, tu sais, t'as tout le monde qui râle en mode l'UFC, ils ont plus de champions américains et tout. Du coup, ils ont un nouveau avec Strickland, surtout que Strickland, c'est un vrai américain pour le coup, ça, c'est pas de souci. Oui, oui, Mais ils ont totalement oublié Joshua Van. Tout le monde oublie oui, Joshua mais Van. Joshua Van, Parce qu'il représente le il a le Myanmar. drapeau birmanien. Oui, il représente Ouais, c'est ça. Myanmar, il représente le Birman. Mais il est totalement américain, Joshua Van, pourtant. Oui. Ah bah il est arrivé à 12-13 ans, je crois, aux États-Unis. Bah oui. Donc, enfin, moi, c'est comme si nous, on disait, Oui. imagine William Gomis. S'il continue de représenter le Sénégal, est-ce qu'on va pas dire qu'on a un champion français, par exemple? S'il est champion. Bon, on a terminé du coup avec cette main card. On va vite fait repasser sur la prélim. Donc, petit jeu de la part de Mystique. Notre Fight of the Night de la prélim, c'est ça? Notre upset et le combat dont Euh, on a été le plus déçu. ouais. Ok. Ou le combattant, si tu veux. Ou le combattant, comme tu veux, Ouais. frérot. Euh, on va dire le top, le flop. Et, Hmm. et attends, Fight of the Night, je sais plus. Top, flop et truc à retenir, quoi. Surprise. Et Top flop surprise. surprise. Ok. Voilà. Mon top, personnellement, c'est Yaroslav Amosov. Il Bah oui. a joué avec Alvarez et je suis trop content parce que ce mec-là, il va monter haut. Il est déjà classé, Hmm. mais moi je te le dis, hein, Buckley vient de perdre, hein. Faut encore qu'il montre qu'il Hmm. arrive à défendre, hein. Il va se retaper. Hmm. Pour moi, ils vont lui mettre Amosov. Et je suis content. Je suis content parce que Amosov, il mérite. C'est un bon gars en plus. Le mec, il soumet Alvarez avec une facilité, puis il fait du Paris Dance. Enfin, s'il te plaît. Aura farming jusqu'au Et bout, quoi. puis, on en avait parlé durant le live aussi. Faut quand même contribuer à ce mérite. On avait dit il est arrivé par la petite porte, alors avec ce qui s'est passé en Ukraine aussi. Ça a beaucoup joué forcément sur son parcours, parce qu'il a été appelé au front. Mais on avait dit qu'il n'avait pas eu une entrée avec les grands tambours comme tous ses copains du Bellator et que toi et moi on considérait quoi qu'il en soit c'était la meilleure signature du Bellator. Confirmé. Ouais, confirmé. 2-0. Et puis en plus, c'est contre des noms entre guillemets établis. C'est-à-dire qu'Alvarez est dangereux. Et que le côté Nel Magny, bon, tu peux rarement faire plus établi que ça en welter. Donc, Gros, je rappelle juste un truc, hein. Alvarez, quand BSD devait l'affronter, BSD, on donnait limite pour mort, on parlait d'Alvarez comme un tueur en série ou je sais pas trop quoi. Ouais, ouais, non, non, c'est une vraie victoire. Alvarez, c'est quelqu'un, même si non classé, ouais, Alvarez, il est non classé. 26e. Ok, bah voilà. Donc, tu vois, mais pour moi, c'est prometteur.
Et attention, parce qu'Amosov, il a que 32 ans. Plus jeune qu'Alvarez, hein, déjà. Hmm. 32, ouais. Et franchement, il a encore trois 4 belles années dans la KT, hein. Puis il sait tout faire. Puis vu son style, ouais, il a au moins trois 4 belles. Putain, 31, c'est fou quand même, hein. Et ouais. Toi, ton top, c'est quoi? C'est Amosov aussi? Top Amosov, ouais, clairement. Ouais. Flop, je vais être un peu dur, mais Flop, ouais, moi je je le vais pense pas quand y... même. Moi je vais le dire, mon flop, c'est Baïsangour sur KF. Ah, Euh, bien De quoi? d'accord. Ah, on a le même? On est bien d'accord. Ok. Ah oui. Moi, c'est simple. Baïsangour sur KF, c'est le mec. Il perd tous ses rounds, mais il gagne à la fin. Et moi, je l'ai dit au début du combat. J'ai dit, vous allez voir. Le combat, je le connais par cœur. Il va perdre tout le combat. Puis par magie, à la fin du combat, il va trouver le finish. Mais il va perdre tout le combat. Mais à la fin du combat, il va trouver le finish et on va jamais parler de sa perf avant le finish. Alors que la perf avant le finish, pour un prospect de son potentiel, etc., de ce qu'on peut attendre de lui, c'est vraiment pas beau. Hmm. Surtout face à un mec du niveau de Jordan Santos qui est pas incroyable, hein, Non, sans être mauvais, mais il doit jamais faire cette perf là sur KF, jamais. non, je suis d'accord. Je suis d'accord et j'ajouterais juste un truc, c'est tu sais son côté un peu coquille, c'est-à-dire nonchalant, provocateur. Je me demande pas si en fait tu remarqueras il devient nonchalant, provocateur quand il arrive pas à quand il arrive pas à mettre en place son game plan, quand il prend un mauvais coup, quand il prend machin. Est-ce qu'au final ce serait pas un peu un cache-misère le fait d'être comme ça? Alors, ouais, je sais pas. Moi, j'avais déjà mon avis sur ce gars. Son dernier combat m'avait déjà laissé sur ma faim et j'en avais parlé, même pour moi, sur certains aspects de son jeu, il avait eu chaud. Euh, je fonde pas de grands espoirs sur lui et ouais, je sais pas. Je le vois pas aller si loin que ça, mais bon, je peux me tromper. Non, pareil, je fais vraiment pas beaucoup d'efforts. Tu sais, il a dit donnez-moi tes bagotiers, c'est facile. Donnez-moi votre petit, c'est facile. Et d'ailleurs, je crois que j'ai le son du micro qui est pas du tout fort depuis le début. Du coup, c'est pas grave. Normalement, on doit m'entendre quand même un minimum comme il faut. Je vais pas l'augmenter pour pas qu'il y ait de problème de son, mais ouais. Ouais, bah, sur KF, au moins on est d'accord. Et pour moi, bon, la surprise, bah, du coup, en fait, on a les mêmes, hein. Parce que surprise, on a la même aussi. Parce que, bon, Je vais peut-être te surprise, surprendre. bah, Ateba, il me surprend pas. Si, il m'a surpris avec son high kick. Si. En plus, on en a parlé. On a Oui, dit, est-ce qu'il est capable de faire un high kick, ce type? Il est capable. c'est oui. Ouais, il m'a. Encore une fois, c'est marrant, hein, dès que je dis un truc dans la semaine, c'est pas pourquoi il y aura toujours un détail qui va faire que d'un coup je vais passer pour un guignol. Donc, bon, une Ouais. semaine de plus où Mystique se transforme en clown. Et oui, effectivement, il se met un high kick. Là, bon, moi, ma surprise, bon, bah, c'est Jim Miller qui est toujours présent. Même si je trouve que c'est Jared Gordon qui s'est bloqué connement dans une guillotine à la Jim Miller. Mais Jim Miller, 39 victoires. 39 T'as vu ce qu'il a victoires mis, de Oliveira? suite. Oui. Parce il y avait l'histoire avec Jim Miller, son fils. Ils ont eu des moments difficiles. Ouais. Il y a eu un autre combattant aussi, Ouais. ils ont eu des problèmes familiales cette semaine, qui a gagné. Qui? Grant Dawson. Sa femme et lui ont perdu But. leur bébé cette semaine, ce lundi. Et, Ok. Ah, et ça, du si je coup, l'avais pas. ils ont dû. Et du coup, Grant Dawson, bon là, ils vont partir en vacances, c'est ce qu'il a dit. Il va s'éloigner du même à un moment. Mais Hmm. il avait besoin de cette victoire et c'est bien parce que ça lui donne confiance. Parce qu'avec un combat où c'est difficile, hein, on sait que c'est quelqu'un qu'en striking, c'est difficile. Il suffit d'un coup pour que toute sa physionomie change. Il est bien revenu, donc je suis content pour lui parce que c'est pas un mauvais gars. Mais ouais, ma surprise Hmm. reste Jim Miller, même si je mettrai un petit pouce d'encouragement à Grant Dawson. Ouais, complètement. Bon, pour Dawson, c'est très bien que moi je jouais Rebekic. Et tu vois, finalement, il y a 1-1. Toujours dans le troisième, pour moi, Dawson gagne le troisième, même s'il n'y avait pas ce finish. Mais c'est bien qu'il arrive à trouver ce finish-là. Euh, Bon, mon aspect humain fait que j'allais te dire surtout ceux que j'ai failli mettre en flop. Et j'allais dire Dawson et Tullio, parce que Tullio, bon, on en a parlé en privé, hein. Je suis pas du tout convaincu par son profil. Et j'ai failli mettre Kopilov aussi en surprise.
Je suis honnête, j'aurais mis Kopilov en surprise pour. Alors moi, je le savais, parce que quand tu vois les derniers adversaires qu'il a affrontés, je voyais pas comment Tullio pouvait le faire. Mais Kopilov, j'aurais peut-être mis en surprise s'il avait pas un poisson rouge dans le crâne au moment de finir à 2 reprises Tullio plutôt que de s'amuser à lui maintenir les hanches au sol. Enfin bon, voilà. Après, voilà. Bien joué à lui, mais il faut aussi, je pense que c'est bien qu'on en parle de ces 2 combats, et tu as eu raison de parler de Dawson, et c'est bien qu'on parle de Kopilov, parce qu'on a eu des beaux combats, et il y a le petit Ochoa aussi, Tu vois, j'ai adoré. qui, euh, qui franchement est impressionnant. On peut aussi donner un peu de mérite à Carpenter. Oh, les deux, ils sont arrivés en se disant, on va peut-être faire Fight of the Night, je sais pas s'ils se sont dit ça, mais Peut-être, ouais. Carpenter, qui certes, il a pris en striking, mais oh, il pose des bonnes choses. Après, là, du coup, il est en 0-3 à l'UFC. C'est sa troisième Non, il a une défaite. Il victoire. Il avait a une signé. victoire. Non, c'est sa Il est en, troisième défaite d'affilée, là. il est en 2-3. Il était en 2-0 avant d'affronter Tagir. Carpenter? Ouais. Il avait perdu face à Tagir début 2025, mais avant ça, il était en 2-0 à l'UFC. Ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Après, Ok. c'est Pour pas des moi, gros noms. là, c'était ça. Oui, 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 complètement. Et puis l'UFC, là, je passe ta suite, ils avaient prolongé son contrat sur 2 combats. Donc là, du coup, il a fait son premier combat de son contrat contre Ochoa. Je pense pas qu'il va être cut parce qu'il a quand même montré des bonnes choses. Par contre, le deuxième, je pense qu'il le gagne pas. Bon, bah, Carpenter, ça s'arrêtera pour lui, mais ouais, il a des failles, hein. Il a des Ouais. failles. Ouais. Bah écoutez, on va du coup passer très vite fait. On a 5 minutes pour parler de la carte de la semaine prochaine. Donc on va parler très 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 vite fait de la carte. Main event, Mekidzel Costa face à Arnold Allen. Combat ultra serré. Franchement, je suis assez indécis. Je mets Allen vite fait favori pour l'expérience, on va dire, à plus haut niveau. Peut-être aussi 5 rounds aussi. Mais pas, vraiment pas de beaucoup. Bon, je vais fade de toute façon Costa comme je l'ai fait sur ces derniers combats, hein. On va pas s'arrêter, hein. Quitte à être sur l'autoroute de la connerie, autant passer la cinquième. Mais malgré tout, là, je le sens bien. Allen reste quelqu'un de talentueux avec beaucoup de technique. Il a donné du fil à retordre à Jean Silva parce que c'était un combat très serré. Jean Silva sur une excellente dynamique. Donc il faut quand même saluer ça. Et Allen qui revient d'une très longue absence. Je pense que ce combat contre Jean Silva l'a remis et l'a remis dans ce qui se fait de mieux dans cette catégorie. Et je ne considère pas que Costa soit dans ce qui se fasse de mieux dans cette catégorie. Oui, l'analyse qu'on vous fera avec Wes sera beaucoup plus poussée, pas d'inquiétude. Mais pour le moment, a priori, effectivement, je suis là-dessus. Je pense qu'en termes de technique, les deux se valent. Maintenant, en termes d'expérience, les deux ne se valent pas. Et je pense juste que Allen s'est mieux capitalisé dans ses combats sur les instants et prendre l'instant que ne peut le faire Costa. Donc ouais, pour moi, ça va être un beau combat, mais je vois Allen, mais je pourrais pas encore me prononcer sur un finish ou une Ouais. décision, pour être honnête. Il y a besoin d'analyse sur ce combat. Ouais, Combat intéressant, il y a Malcolm Wallmaker face à Juan Diaz. Et ils sont pas gentils avec Wallmaker, hein. ouais, ouais, ils sont pas gentils, hein. Ils sont pas gentils, et puis je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment Juan Diaz, donc c'est peut-être bien, bah, si tu veux y aller, hein, en disant rapidement un petit peu Juan qui il Diaz, est, et pourquoi il est pénible. Ouais, ouais, Juan Diaz, c'est quelqu'un qui vient du circuit sud-américain. Ouais, 15-1 en c'est ça. carrière. Oui, Alors, c'est quelqu'un qui a un très bon striking, qui est dangereux debout, mais qui sait très bien gagner une décision. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais été fini. ouais, 15 en carrière, sa défaite, c'est à la décision. C'est quelqu'un aussi qui a commencé des combats de grappling, donc qui va pas être inconnu au sol. Maintenant, je pense pas que c'est Wallmaker qui va emmener le combat au sol, je vous cache pas. Euh, non, Vous le connaissez peut-être parce qu'il a mis un highlight au Dana White Contender Series 2025. C'est lui qui avait mis un KO par oui, coup de coude retourné au Sud-Coréen lors du dernier épisode. Euh, mm, il aime la guerre. Il aime quand c'est violent, mais en même temps, il aime quand ça le dérange pas, quand c'est maîtrisé, en fait, il aime un peu tout. C'est un mec. Vous allez pas vous ennuyer. Voilà. C'est tout mm. ce que je peux dire. Vous allez pas vous ennuyer avec lui. C'est pas facile Alors, pour Malcolm. moi je pense que ça va pas être facile, clairement. Je pense que ce n'est pas non plus contre Erwin, le combat qu'il a eu, ou qui est d'ailleurs un des combats un des combattants là actuellement qui rentre clairement dans mon top favori. Et j'étais très content de le pousser sur ces derniers combats, dont notamment Wellmaker.
Mais ça va pas être simple non plus. Le gros souci, moi, que je me pose, la question et la grosse question que je me pose avec Wellmaker, c'est que il frappe fort, vraiment très fort. Il a des bons timings, mais est-ce qu'aujourd'hui, il aura des réponses techniques face à un mec comme Juan Diaz? Vraiment, je mets un gros point d'interrogation pour le coup et je vais vraiment me pencher là-dessus. Parce que s'il vient comme il est venu dans ses deux derniers combats, c'est très simple, hein. Tu prends aujourd'hui Diaz, il a juste à reprendre et il a les capacités de le faire. Il a juste à reprendre l'upset que s'est pris Wellmaker contre Erwing. Alors je sais qu'à chaque fois je prononce très mal son Eving, nom, mais c'est Eving, Erwing, hein. Eving. Eving, pardon. Eving. Euh, et je pense qu'il a une clé, Juan Diaz, là-dessus. Maintenant, Wellmaker, c'est quelqu'un qui, en l'occurrence, a un très bon potentiel. C'est quelqu'un qui est très bon au global. Donc j'espère qu'il aura corrigé les défauts. Mais visiblement, sur ces derniers combats, il nous a confirmé qu'il n'arrivait pas à les corriger. Ouais. Attention! Ouais. Ouais. Oui, 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 oui. Je peux pas dire. Si. D'ailleurs, bon, il n'y a pas eu la petite séquence news de la semaine, mais il y a un petit combat en parlant d'Eving qui est intéressant. Il devrait normalement affronter après Malcolm Wellmaker, après Raphaël Estevam. Il va se taper avec un troisième invaincu, mais qui lui est classé. Il va se taper Farid Basharat. Oh! Alors là, les gars, là, ça va être du MMA. Là, Et ça va être du c'est MMA, attention, hein. et c'est dans un mois, tout pile. Enfin, tout pile. Ah, Non, j'ai c'est même dans pas un mois. vu C'est le 20 passer. juin. Alors là, mesdames et messieurs, attention. Eving Basharat. Parce que là, ça va être du MMA. Alors là, ça va être magnifique. Ah là, ouais. Ah là, Ça, oui, 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 c'est. complètement. Ouais. Et puis c'est bien qu'on parle de Complètement. ça parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres combats ultra intéressants sur la carte de la semaine pro. Si, il y a les débuts de Tommy Gant. Non. Tommy Gant, très fort. 11-0, 10 finishes en Oui, carrière, qui a fait une très ouais. très grosse perf au Dana Contender Series. Il va affronter Trey Ogden. Euh, Mhm. Et puis c'est tout, hein, on va pas. Voilà, ici il y a Duo Choi face à Daniel Santos qui est toujours intéressant évidemment. Mais Ouais, voilà, disputé. Euh, Bukauskas, alors je veux bien que son dernier combat il soit complètement looté et que Bellato ait fait un petit upset. Lui sur son dernier combat, parce qu'il a fait un petit upset en Bellato de mémoire sur son dernier combat. Bukauskas doit gagner son combat. Ah bah il doit le gagner. Et puis bon, ce qui s'est passé la dernière fois, c'était une erreur et c'était pas du tout le même profil même type de combattant. Ouais, On connaît en plus le menton de Bellato. ouais. Je trouve très surprenant les odds. De ce combat-là. Oh bah, Bukauskas est sur la Ouais, défaite et Bellato est sur la victoire. Ah ouais, c'est serré. Ouais, ah bah, c'est le fait que Bellato soit sur une victoire et que Bukauskas soit sur une défaite. ouais, C'est clairement ça. ouais. Oui, oui, clairement ça, ouais. Sopage aussi, Sopage qui est un. Si vous avez l'occasion à 2 heures du matin, parce que je pense que ça va être à 2 heures du matin, 2h30, je sais pas. Si vous avez l'occasion de vous poser, de jeter un œil, C'est sûr. Sopage qui est un combattant que je trouve intéressant aussi. Sopage qui est Il n'y aura pas connu trop de difficultés. pour avoir perdu par Ouais, Blaney face à Vinicius Oliveira. C'est lui qui se l'est pris. ouais, ouais, Mais putain, exactement. face à Je Timmy vais bien le Crumba, rappeler. ouah, mais il y a que des match-ups serrés la semaine pro. Ouais. C'est quoi ça? Il y a Et, que des match-ups serrés. écoute, soyons honnêtes, hein, mon Wes, on en avait déjà parlé la dernière fois où on avait dit qu'on peut que laisser le bénéfice du doute en ce moment plus à nos Apex qu'à nos main events. Parce Ouais. que, bon, là, en l'occurrence, celui qu'on a vécu était très différent, mais jusqu'ici, les main events étaient quand même pas fous. Parce qu'honnêtement, faut le dire, hein, les Apex, hein, ces derniers temps, c'est quand même. On se fait mal, hein, on se casse les dents, toi et moi, là-dessus, hein, quand même, hein, parce qu'il y a l'adversité. Donc, je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant. Ouais, franchement, ça va être cool. Et ça va clôturer notre podcast d'aujourd'hui dans ce troisième épisode du podcast. Comme d'habitude. Ouais, troisième épisode, de plus en plus Ouais. organisé aussi, on peut le dire. Parce qu'au final, naturellement, on glisse un petit peu sur tout. Donc, en espérant que parfois, vous perdiez pas trop le fil. Parce qu'avec mon Wes, comme vous le savez, on est des passionnés. Et parfois, on peut un peu passer du coq à l'âne. Mais j'ai quand même le sentiment qu'à chaque fois, on arrive quand même à se tenir à quelque chose de plus rigoureux et digeste. Du moins, je l'espère. Faites-nous Oui, et vos puis on retours, est les sur gars. un podcast un peu plus court que les autres, donc voilà. Peut-être ça aussi. Ouais, Et puis complètement. Ouais, voilà, peut-être. nous,
pouvez retrouver les clips des podcasts sur nos réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Les liens sont évidemment dans la description. On sera aussi en live dans la semaine on va Mhm. faire un petit live talk, mais on va aussi faire un live pronostic preview de nous deux vendredi sûrement, Yes. de la carte comme Mm. d'habitude sur nos réseaux. Donc n'hésitez pas. C'était Wes, c'était Mystique, c'était Tête de Fight.